Et si tout ce que vous appelez bien ou mal n'était pas vraiment le vôtre, mais quelque chose que vous avez appris, lentement, silencieusement, depuis votre enfance, il existe un moment étrange dans la vie où une question commence à déranger l'esprit. Une question simple, presque innocente, mais qui fissure quelque chose à l'intérieur. Pourquoi je pense comme je pense? Pourquoi certaines choses me semblent évidentes, naturelles, indiscutables, alors que d'autres me mettent immédiatement mal à l'aise, comme si elles étaient interdites, dangereuses, incorrectes sans même que je sache pourquoi? Friedrich Nietzsche, dans Par-delà bien et mal, ne commence pas par donner des réponses. Il commence par enlever des certitudes. Il ne vous demande pas de croire quelque chose de nouveau, il vous demande de regarder ce que vous croyez déjà, et de vous demander si cela vous appartient vraiment. Imaginez un enfant qui ne connaît encore rien de la morale, rien des règles sociales, rien des jugements. Il observe, il imite, il explore. Il ne pense pas en termes de bien ou de mal, il pense en termes de plaisir, de curiosité, de peur parfois. Puis, doucement, le monde commence à lui parler. Les parents disent « ça c'est bien, ça c'est mal ». L'école renforce ces lignes invisibles. Les professeurs récompensent certains comportements et en punissent d'autres. Les autres enfants apprennent aussi ces règles et les répètent entre eux. Et sans même s'en rendre compte, cet enfant commence à associer des émotions profondes à des idées abstraites. Il commence à ressentir de la honte, même sans comprendre pourquoi. Il commence à ressentir de la fierté, même sans réflexion. Il apprend que certaines pensées sont acceptables et d'autres doivent être cachées. Pas parce qu'elles sont dangereuses en elles-mêmes, mais parce qu'elles dérangent l'ordre autour de lui. C'est ici que quelque chose d'invisible se met en place. Une sorte de programmation douce, répétée, quotidienne. Nietzsche ne parle pas d'un complot visible. Il parle d'un mécanisme plus subtil, la fabrication d'un esprit conforme. Au fil du temps, l'enfant devient adulte. Mais l'adulte n'est pas une rupture totale. Il est la continuité de cet apprentissage. Il continue de ressentir de la culpabilité dans certaines situations, même s'il ne sait plus d'où elle vient. Il continue de juger les autres selon des critères qu'il n'a jamais vraiment choisis. Il continue de se corriger intérieurement, comme si une voix silencieuse le surveillait en permanence. Et cette voix, il l'appelle souvent conscience. Mais Nietzsche pose une question dérangeante. Et si cette conscience n'était pas purement intérieure? Et si elle était le résultat d'une longue discipline sociale, d'un dressage progressif de l'esprit humain? Regardez autour de vous. Très tôt, on apprend aux individus à être bon élève, bon fils, bonne fille, bon citoyen, être quelqu'un de fiable, de respectueux, de prévisible. Et chaque fois qu'on s'éloigne de ces attentes, une forme de tension apparaît. Parfois extérieure, avec le regard des autres. Parfois intérieure, avec ce sentiment diffus de ne pas être correct. Mais correct selon qui? C'est là que Nietzsche commence à faire trembler les fondations. Il suggère que ce que nous appelons morale n'est peut-être pas une vérité universelle, mais un système construit. Un système qui a une fonction précise. Organiser les comportements humains, stabiliser la société, rendre les individus prévisibles et un individu plus facile à gérer. Cela ne veut pas dire que tout est manipulation consciente. Il n'y a pas forcément une main cachée qui contrôle tout, mais il existe un effet collectif. Une structure qui se reproduit elle-même. Chaque génération transmet les mêmes normes à la suivante, comme une évidence naturelle, comme si elles avaient toujours existé. Et pourtant, rien n'est vraiment naturel dans la manière dont nous jugeons le bien et le mal. Ce sont des constructions lentes, façonnées par l'histoire, la culture, la religion, les besoins sociaux, et surtout par le besoin profond de stabilité. Le problème, selon Nietzsche, n'est pas que la société impose des règles. Le problème, c'est que ces règles finissent par entrer dans l'esprit humain comme des vérités absolues. À partir de ce moment, la personne ne se contente plus d'obéir extérieurement. Elle commence à s'auto-surveiller. Elle devient à la fois le juge et le prisonnier. Elle anticipe les jugements avant même qu'ils n'arrivent. Elle se corrige avant même de penser librement. Et petit à petit, elle oublie qu'elle a appris à penser ainsi. Ce qui est fascinant, c'est que ce processus ne ressemble pas à une contrainte violente. Il ressemble à quelque chose de normal, de rassurant même, parce qu'appartenir au groupe est essentiel, être accepté, être compris, être validé. Et pour cela, il faut parler le langage moral du groupe. Alors, l'esprit humain s'adapte. Il intègre les règles, il les transforme en réflexes,
et ces réflexes deviennent si naturels qu'ils semblent venir de l'intérieur. Mais Nietzsche insiste, ce n'est pas parce que quelque chose est ressenti comme naturel qu'il est nécessairement vrai. Et c'est ici que commence le véritable trouble. Car si la morale est apprise, si elle est construite, si elle est transmise, alors elle peut aussi être questionnée. Et poser cette question change déjà quelque chose dans l'esprit. Cela crée une distance, une petite fissure entre ce que vous ressentez automatiquement et ce que vous pourriez réellement choisir de penser. Mais cette fissure n'est pas confortable. Elle crée une tension parce qu'elle oblige à regarder des choses que l'on préfère souvent laisser invisibles. Elle oblige à se demander si certaines de nos réactions les plus profondes ne sont pas simplement des habitudes émotionnelles héritées. Et si ce que vous appelez « vous » dans vos jugements moraux n'était en réalité qu'un écho de milliers de voix anciennes, répétées depuis l'enfance jusqu'à devenir silencieuses? C'est ici que le voyage commence vraiment. Très bien. Maintenant que cette fissure dans les certitudes est ouverte, Nietzsche nous pousse à regarder quelque chose de plus profond encore, quelque chose que la plupart des gens préfèrent ne jamais remettre en question. Si la morale n'est pas une vérité absolue, alors qu'est-elle vraiment en train de faire dans nos vies? Et surtout, à qui profite-t-elle? Car selon Nietzsche, la morale ne flotte pas dans un ciel abstrait. Elle ne descend pas comme une loi divine universelle. Elle est ancrée dans la vie humaine, dans les structures sociales, dans les rapports de force invisibles entre les individus et les groupes. Et dès qu'on commence à observer cela, une idée devient impossible à ignorer. La morale n'est pas seulement un guide du comportement, elle est aussi un outil de direction, un outil qui façonne les réactions, qui oriente les jugements, qui influence ce que l'on admire et ce que l'on condamne. Prenons un exemple simple. Dans presque toutes les sociétés, certaines qualités sont valorisées dès l'enfance. Être obéissant, être respectueux, ne pas déranger, ne pas contredire trop fortement, ne pas sortir du cadre. Ces qualités sont présentées comme positives, presque universelles. Mais si on regarde plus attentivement, on voit quelque chose d'intéressant. Elles produisent des individus plus faciles à intégrer dans un système collectif. Un enfant qui pose trop de questions est souvent perçu comme difficile. Un adulte qui remet en cause les règles établies est souvent vu comme irresponsable. Et progressivement, ces jugements créent une association mentale très puissante. Questionner, c'est risquer d'être exclu. Et l'exclusion est l'une des peurs les plus profondes de l'être humain. C'est ici que Nietzsche introduit une dimension plus sombre, mais aussi plus lucide. La morale ne fonctionne pas seulement par la vérité. Elle fonctionne par la peur, peur de mal faire, peur d'être jugé, peur de décevoir, peur de sortir du groupe. Et cette peur devient un mécanisme intérieur. Elle ne dépend plus de la présence réelle des autres. Elle devient autonome, installée dans l'esprit lui-même. À partir de là, la société n'a même plus besoin de surveiller constamment les individus. Les individus se surveillent d'eux-mêmes. C'est une forme de contrôle extrêmement efficace, parce qu'elle est invisible. Nietzsche ne dit pas que cela est forcément intentionnel ou malveillant au départ. Il dit plutôt que les systèmes humains évoluent naturellement vers des structures qui se stabilisent. Et pour se stabiliser, une société a besoin de réduire le chaos, de réduire l'imprévisible, de réduire ce qui sort trop des normes. Mais réduire l'imprévisible, c'est aussi réduire une autre chose, la liberté de penser autrement. Imaginez maintenant que vous viviez dans un monde où chaque jugement moral que vous faites a été appris, répété, renforcé par des milliers d'expériences sociales. Vous ne réalisez même plus que vous jugez. Cela devient automatique. Vous voyez un comportement et immédiatement une étiquette apparaît dans votre esprit. Bien, mal, acceptable, inacceptable. Et cette étiquette ne vient pas d'un raisonnement conscient. Elle vient d'un réflexe. Nietzsche s'intéresse précisément à ce moment où le réflexe remplace la réflexion. Parce que pour lui, c'est là que l'esprit humain cesse d'être véritablement libre. Ce qui est fascinant, c'est que ces réflexes moraux donnent aussi un sentiment de sécurité. Ils simplifient le monde. Ils rendent les situations complexes plus faciles à traiter. Ils permettent de réagir vite, sans effort. Mais cette rapidité a un prix. Elle évite la profondeur. Et sans profondeur, il n'y a pas de véritable questionnement. Prenons un autre exemple. Lorsqu'une personne agit d'une manière que la société désapprouve, la réaction collective est souvent immédiate. Indignation, jugement, rejet.
mais très rarement une analyse profonde des causes. Pourquoi cette personne a agi ainsi? Quelles circonstances ont mené à cela? Quelles forces invisibles ont influencé son comportement? La morale, dans sa forme sociale, ne cherche pas toujours à comprendre. Elle cherche souvent à classer. Et classer, c'est aussi contrôler. Nietzsche va encore plus loin. Il suggère que certaines formes de morale ne servent pas seulement à organiser la société. Elles servent aussi à protéger certains types de valeurs et certains types de personnes. Par exemple, une société peut valoriser fortement la stabilité, la modestie, la conformité. Dans ce cas, les individus qui incarnent ces qualités sont considérés comme bons, mais les individus plus instinctifs, plus créatifs, plus contestataires peuvent être perçus comme dangereux ou immoraux, même s'ils apportent du changement ou de nouvelles perspectives. Cela crée une tension invisible dans toute culture. Ce qui est moralement accepté n'est pas toujours ce qui est le plus créatif, le plus puissant ou le plus transformateur. Et pourtant, la morale est souvent présentée comme quelque chose d'universel, d'intouchable, d'indiscutable. C'est précisément cette impression d'indiscutabilité que Nietzsche veut briser, parce que tant que quelque chose est considéré comme absolument vrai, il ne peut pas être examiné. Et ce qui ne peut pas être examiné ne peut pas être compris. Dans cette perspective, la morale devient un filtre qui détermine non seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous pensons être possible de penser. Et c'est là que le contrôle devient encore plus subtil. Il ne s'agit plus seulement de dire aux gens quoi faire, il s'agit de façonner ce qu'ils peuvent imaginer comme acceptable. À ce stade, beaucoup de gens ne ressentent plus de contraintes extérieures. Ils ressentent simplement une limite intérieure, une sorte de mur invisible qui apparaît dès qu'une pensée sort trop du cadre. Et ce mur n'a pas besoin d'être expliqué, il est simplement ressenti. Nietzsche veut que l'on observe ce mur, pas pour le détruire immédiatement, mais pour reconnaître qu'il existe. Car reconnaître un mécanisme, c'est déjà commencer à s'en détacher. Et dans ce détachement naît une question plus profonde encore. Si mes jugements moraux sont influencés par la société, alors combien de mes convictions sont réellement miennes? Cette question n'apporte pas de réponse immédiate. Elle ouvre un espace inconfortable, mais essentiel. Un espace où la pensée cesse d'être automatique et commence à devenir consciente. Et c'est dans cet espace que Nietzsche place le début de toute véritable liberté intellectuelle. Il y a un moment précis dans la réflexion de Nietzsche où quelque chose change de nature. Jusqu'ici, nous avons observé la société, les règles, les normes, comme si elles étaient extérieures à nous. Mais à partir de maintenant, la question devient beaucoup plus intime. Que se passe-t-il quand ces règles vivent à l'intérieur de notre esprit? Car, selon Nietzsche, le contrôle le plus puissant n'est pas celui qui s'impose par la force, mais celui qui devient réflexe. Un comportement répété, intégré, absorbé, jusqu'à ne plus être perçu comme un choix. Et c'est exactement ainsi que la morale fonctionne dans la psychologie humaine. Quand une personne grandit, elle ne se contente pas d'apprendre des règles explicites. Elle apprend surtout des réactions. Elle apprend ce qui est applaudi, ce qui est critiqué, ce qui est accepté et ce qui provoque le rejet. Très vite, elle comprend quelque chose de fondamental. Certains comportements apportent de l'approbation, d'autres provoquent de la distance. Et le cerveau humain, naturellement, cherche l'approbation, cherche l'appartenance, cherche la sécurité sociale. Ainsi, sans même s'en rendre compte, l'individu commence à ajuster non seulement ses actions, mais aussi ses pensées. Il commence à filtrer ce qu'il exprime, puis ce qu'il ressent, puis parfois même ce qu'il se permet d'imaginer. Et c'est ici que Nietzsche voit quelque chose de crucial, la naissance du réflexe moral. Un réflexe est différent d'une réflexion. Une réflexion demande du temps, de la distance, une analyse consciente. Un réflexe, lui, est immédiat. Il apparaît avant même que l'on ait compris pourquoi. Par exemple, lorsqu'une personne entend une idée qui contredit profondément ses valeurs, elle ne commence pas par analyser. Elle ressent un rejet, une tension, parfois une forme de malaise. Et seulement ensuite, elle justifie ce ressenti par des arguments. Mais Nietzsche retourne cette logique. Et si ce n'était pas la pensée qui produisait l'émotion, mais l'émotion déjà programmée qui dirigeait la pensée? À partir de là, la morale n'est plus simplement un ensemble de règles extérieures. Elle devient une structure émotionnelle intérieure. Et cette structure est extrêmement stable, parce qu'elle est renforcée chaque jour par la vie sociale elle-même. Prenons un exemple très simple,
le jugement des autres. Dans presque toutes les sociétés, être bien vu est important, être accepté est rassurant, et être critiqué ou rejeté est douloureux. Cette dynamique crée une boucle invisible. Nous ajustons notre comportement pour éviter la douleur sociale. Puis, avec le temps, cet ajustement devient automatique. Puis, il devient normal. Puis, il devient moi. Et à ce moment-là, l'individu ne distingue plus ce qui vient de lui et ce qui vient de l'extérieur. Nietzsche insiste beaucoup sur cette confusion, parce que pour lui, une grande partie de ce que nous appelons personnalité est en réalité une accumulation d'adaptations sociales devenues invisibles. Cela ne signifie pas que l'individu n'existe pas. Cela signifie que l'individu est construit, et cette construction est profondément liée au langage moral. Très tôt, on apprend des mots puissants, bien, mal, acceptable, inacceptable, normal, anormal. Ces mots ne décrivent pas seulement le monde, ils le structurent. Ils ne décrivent pas seulement les actions, ils les évaluent immédiatement. Et cette évaluation devient automatique. Par exemple, une action n'est pas seulement observée, elle est immédiatement classée. Et ce classement entraîne une émotion correspondante. Approbation ou rejet, fierté ou honte, admiration ou désapprobation. Ainsi, la morale ne fonctionne pas seulement comme un système intellectuel, elle fonctionne comme une machine émotionnelle. Et cette machine tourne en permanence dans l'esprit humain. Ce qui est fascinant, c'est que cette machine n'a pas besoin d'être activée consciemment. Elle fonctionne seule, parce qu'elle a été intégrée à travers des années d'expérience sociale. Nietzsche observe alors quelque chose de fondamental. Plus une société est stable, plus elle a tendance à produire des individus prévisibles. Et plus les individus sont prévisibles, plus ils deviennent conformes aux attentes morales dominantes. C'est un cercle auto-renforcé. Mais dans ce cercle, quelque chose disparaît progressivement. La possibilité de remettre en question les fondements eux-mêmes. Car remettre en question une règle est une chose, mais remettre en question la manière dont on ressent cette règle est beaucoup plus difficile. Et pourtant, c'est exactement ce que Nietzsche demande. Il ne s'agit pas de dire « cette règle est fausse », mais de se demander « pourquoi est-ce que je ressens qu'elle est vraie ?» D'où vient cette sensation de certitude? Est-elle innée ou apprise? Est-elle universelle ou culturelle? Ces questions ne donnent pas immédiatement de réponse, mais elles créent une distance intérieure. Et cette distance est essentielle, car elle permet de voir que la morale ne se présente jamais comme un choix parmi d'autres, mais comme une évidence. Or, pour Nietzsche, les évidences sont souvent les constructions les moins visibles. Un autre point important apparaît ici. La morale ne sert pas uniquement à contrôler les comportements, elle sert aussi à organiser la perception du monde. Deux personnes peuvent vivre la même situation et la percevoir de manière totalement différente, non pas parce que les faits changent, mais parce que leur cadre moral change leur interprétation. Ce qui est vu comme courage par l'un peut être vu comme arrogance par l'autre. Ce qui est vu comme prudence peut être vu comme faiblesse. Ainsi, la réalité morale n'est jamais purement objective. Elle est toujours interprétée. Et cette interprétation est influencée par des systèmes de valeurs hérités. C'est ici que Nietzsche introduit une idée dérangeante. Ce que nous appelons vérité morale est souvent le résultat d'une histoire collective, plutôt que d'une vérité absolue. Et plus cette histoire est ancienne et partagée, plus elle semble naturelle. Mais la naturalité n'est pas la vérité. C'est simplement l'habitude devenue invisible. À ce stade du raisonnement, quelque chose commence à se produire chez le lecteur ou le spectateur. Les jugements spontanés deviennent un peu plus visibles. Les réactions automatiques semblent moins évidentes. Un espace s'ouvre entre perception et réaction. Et dans cet espace, une possibilité apparaît, celle de penser avant de juger. Nietzsche ne demande pas de rejeter immédiatement tout ce que l'on a appris. Il demande de voir comment cela a été appris. Et cette simple observation change déjà la relation que l'on a avec ses propres pensées. À ce stade de la réflexion, quelque chose d'invisible commence à se fissurer dans l'esprit du spectateur. Ce n'est pas une rupture brutale, ni une révolution soudaine. C'est plus subtil, c'est une perte progressive de certitude automatique. Les jugements ne disparaissent pas, mais ils commencent à se ralentir. Et Nietzsche s'intéresse précisément à ce moment-là. Ce court intervalle entre une perception et une réaction, entre une situation et un jugement moral immédiat. Car, selon lui, c'est dans cet intervalle que se cache la possibilité d'une véritable liberté intérieure. Mais cette liberté ne ressemble pas à ce que l'on imagine habituellement.
Elle n'est pas confortable, elle n'est pas rassurante, elle ne donne pas immédiatement des réponses claires. Au contraire, elle ouvre souvent un espace d'incertitude. Et l'être humain, en général, n'aime pas cet espace. C'est pourquoi la plupart des systèmes sociaux et moraux fonctionnent comme des structures de réduction de l'incertitude. Ils transforment des situations complexes en catégories simples, bien ou mal, acceptable ou inacceptable, normal ou anormal. Et ces catégories permettent une réaction rapide, sans effort, sans réflexion prolongée. Mais Nietzsche voit dans cette simplification un risque profond, celui de remplacer la pensée par le réflexe. À partir de là, la morale ne sert plus seulement à guider les actions, elle commence à guider les perceptions elles-mêmes. Regardons cela plus concrètement. Lorsqu'un individu observe un comportement, il ne le voit jamais de manière neutre. Il le voit immédiatement à travers un filtre d'évaluation. Ce filtre est si rapide qu'il semble faire partie de la perception elle-même. Une action n'est pas seulement vue, elle est immédiatement interprétée. Et cette interprétation est accompagnée d'une émotion. Approbation, rejet, admiration ou indignation. Et cette émotion arrive avant toute analyse consciente. Nietzsche s'intéresse précisément à ce phénomène, le moment où l'émotion morale précède la réflexion. Car si l'émotion arrive en premier, alors la pensée arrive en second, souvent pour justifier ce qui a déjà été ressenti. Cela signifie que, dans de nombreux cas, nous ne pensons pas vraiment nos jugements moraux. Nous les ressentons d'abord, puis nous les rationalisons ensuite. Et cette inversion est fondamentale, parce qu'elle donne l'impression que nos opinions sont rationnelles, alors qu'elles sont souvent émotionnelles et héritées. Mais ces émotions ne viennent pas de nulle part. Elles ont été construites lentement, à travers des années d'expérience sociale, d'éducation, de récompenses et de sanctions symboliques. Un enfant apprend très tôt que certains comportements provoquent des sourires et d'autres provoquent des regards froids. Il apprend que certaines paroles créent de l'approbation et d'autres du silence ou de la réprimande. Et petit à petit, son système émotionnel s'ajuste à ces signaux. Ce processus est tellement progressif qu'il devient invisible. Il ne ressemble pas à un apprentissage forcé, il ressemble à la vie elle-même. Et c'est précisément ce qui le rend puissant. Car ce qui est appris sans être remarqué devient difficile à remettre en question. Nietzsche appelle l'attention sur ce point essentiel. La morale ne se contente pas de dire ce qui est bien ou mal, elle façonne la manière même dont nous ressentons le monde. Ainsi, deux individus peuvent regarder la même situation et ressentir des réactions totalement différentes. Non pas parce que les faits changent, mais parce que leur structure émotionnelle a été formée différemment. Ce que l'un ressent comme injuste, l'autre peut le ressentir comme normal. Ce que l'un ressent comme courageux, l'autre peut le ressentir comme irresponsable. Et chacun croit que sa réaction est naturelle. Mais Nietzsche insiste, ce que nous appelons naturel est souvent simplement ce qui a été le plus répété. À ce stade, la morale apparaît non plus comme une vérité extérieure, mais comme une architecture intérieure, une structure invisible qui organise nos émotions, nos jugements et même nos intuitions. Et cette structure est renforcée par un autre mécanisme puissant, la peur du désaccord social. Car l'être humain n'est pas seulement un être rationnel, c'est aussi un être profondément social. Le regard des autres, même implicite, influence fortement les comportements et les pensées. Être accepté procure un sentiment de sécurité. Être rejeté provoque une douleur psychologique réelle. Et cette dynamique crée une pression constante vers la conformité. Nietzsche ne voit pas cette pression comme un simple problème moral. Il la voit comme un mécanisme de stabilisation sociale, une manière pour les groupes humains de maintenir une cohésion. Mais cette cohésion a un coût. Elle limite la divergence. Et la divergence est souvent le point de départ de nouvelles pensées. Ainsi, plus une société valorise fortement la conformité morale, plus elle réduit la possibilité d'idées radicalement différentes. Et plus les idées différentes sont réduites, plus la morale dominante semble évidente et incontestable. C'est un cercle fermé. Mais ce cercle ne se maintient pas uniquement par la contrainte extérieure, il se maintient surtout par l'intériorisation. L'individu finit par anticiper les jugements avant même qu'ils n'arrivent. Il imagine les réactions des autres et ajuste ses pensées en conséquence. Et avec le temps, cette anticipation devient automatique. Il n'y a plus besoin de surveillance réelle. L'esprit devient son propre surveillant. C'est ici que Nietzsche introduit une image implicite très forte.
L'individu devient à la fois le gardien et le prisonnier de ses propres normes. Et cette prison est d'autant plus efficace qu'elle ressemble à la personnalité. Car ce que nous appelons caractère est souvent un ensemble de réponses émotionnelles stabilisées par la répétition sociale. Cela ne signifie pas que tout est artificiel. Cela signifie que tout est formé. Et ce qui est formé peut être interrogé. Mais cette interrogation demande un effort particulier, celui de suspendre les réactions immédiates pour observer leur origine. Et cet effort est rare, car il va à l'encontre de l'efficacité mentale quotidienne. La plupart du temps, nous avons besoin de juger vite, de décider vite, de réagir vite. La vie sociale fonctionne ainsi. Mais Nietzsche nous pousse à voir ce que ce rythme rapide nous fait perdre, la possibilité de comprendre nos propres jugements. Et c'est dans cette prise de conscience que commence quelque chose de nouveau. Un espace intérieur où les réactions ne sont plus prises pour des vérités immédiates, mais pour des phénomènes à observer. Et dans cet espace, la morale cesse d'être une évidence, pour devenir une question. À partir du moment où l'individu commence à percevoir ses jugements moraux comme des réactions apprises, plutôt que comme des vérités absolues, quelque chose de profondément déstabilisant s'installe en lui. Ce n'est pas encore une liberté, ce n'est pas encore une rupture. C'est un entre-deux fragile, un espace où les anciennes certitudes ne sont plus totalement solides, mais où les nouvelles perspectives ne sont pas encore stabilisées. Et Nietzsche s'intéresse précisément à cet état intermédiaire, car c'est là que commence la transformation réelle de la pensée. Mais cette transformation ne se fait jamais sans résistance, car l'esprit humain, habitué à fonctionner avec des repères clairs, n'abandonne pas facilement les structures qui lui donnent de la stabilité. Même si ces structures limitent la liberté, elles offrent quelque chose de précieux, la prévisibilité. Savoir immédiatement ce qui est bien ou mal, ce qui est acceptable ou non, permet de naviguer dans le monde sans effort constant de réflexion. Cela donne une impression de sécurité mentale. Et Nietzsche reconnaît cette fonction. Il ne nie pas que la morale simplifie la vie. Il dit simplement que cette simplification a un prix. Elle réduit la profondeur de la pensée. À ce stade, une question devient centrale. Que se passe-t-il lorsqu'un individu commence à voir que ses jugements ne sont pas naturels mais construits? La première réaction n'est pas la liberté. C'est souvent la confusion, puis parfois une forme d'inconfort. Car si les repères moraux ne sont pas absolus, alors sur quoi repose réellement la certitude intérieure? Nietzsche ne propose pas de remplacer une morale par une autre. Il ne propose pas un nouveau système rigide. Il propose quelque chose de plus instable, mais aussi de plus ouvert, la capacité à interroger les origines de ses propres valeurs. Et cette capacité change profondément la relation que l'on entretient avec soi-même. Jusqu'ici, l'individu se percevait comme quelqu'un qui sait naturellement ce qui est bien ou mal. Mais maintenant, il commence à voir que ce savoir est en réalité le résultat d'une construction progressive. Et dès que cette construction devient visible, elle perd une partie de son autorité automatique. Cela ne signifie pas que la morale disparaît. Cela signifie qu'elle cesse d'être vécue comme une évidence incontestable. Et cette nuance est essentielle chez Nietzsche. Car pour lui, le problème n'est pas que les humains aient des valeurs. Le problème apparaît lorsque ces valeurs ne sont plus questionnées, lorsqu'elles deviennent des vérités figées, impossibles à examiner. À partir de là, quelque chose de très particulier se produit dans la psychologie de l'individu. Les jugements moraux commencent à perdre leur caractère automatique. Ils deviennent plus lents, plus réfléchis, parfois même hésitants. Et cette lenteur est perçue comme une perte de certitude. Mais en réalité, elle est le début d'une conscience plus profonde. Prenons un exemple concret. Lorsqu'une personne voit un comportement qu'elle juge habituellement immédiatement comme mauvais, elle peut désormais ressentir une pause intérieure. Un moment où la réaction automatique ne se déclenche plus aussi vite. Et dans cette pause, une question apparaît. Pourquoi est-ce que je considère cela comme mauvais? Est-ce une vérité universelle ou une norme que j'ai intégrée? Cette simple question ouvre un espace mental totalement différent. Mais cet espace n'est pas confortable, car il retire la sensation de certitude immédiate qui accompagne habituellement les jugements moraux. Et l'être humain, en général, recherche la stabilité cognitive. Il préfère souvent une réponse rapide, même si elle est simplifiée, plutôt qu'une incertitude prolongée. C'est pourquoi la plupart des individus reviennent naturellement vers des systèmes de pensée clairs, structurés et émotionnellement rassurants. Nietzsche comprend cette tendance, mais il insiste sur un point: la stabilité mentale ne doit pas être confondue avec la vérité.
car ce qui est stable n'est pas forcément ce qui est le plus profond. À ce stade, une tension apparaît entre deux forces. D'un côté, le besoin de sécurité mentale, de certitude morale, de repères clairs. De l'autre, la possibilité d'une pensée plus libre, mais aussi plus instable, plus ouverte, plus exigeante. Et cette tension traverse toute la réflexion de Nietzsche. Il observe que la morale dominante fonctionne comme un système de stabilisation émotionnelle collective. Elle permet aux individus de partager des jugements communs, de réduire les conflits internes, de maintenir une cohésion sociale. Mais en même temps, elle produit une uniformisation de la pensée. Et cette uniformisation rend difficile l'émergence de perspectives radicalement différentes, car toute pensée qui s'écarte trop des normes établies est immédiatement ressentie comme étrange, dérangeante ou même dangereuse. Et cette réaction n'est pas seulement intellectuelle, elle est émotionnelle. C'est ici que Nietzsche met en lumière un mécanisme fondamental. La société ne contrôle pas seulement les comportements visibles, elle influence aussi les réactions affectives automatiques face aux idées. Ainsi, certaines idées provoquent spontanément de l'adhésion, tandis que d'autres provoquent immédiatement du rejet, avant même toute analyse. Et ce rejet immédiat donne l'illusion d'une fausseté évidente. Mais Nietzsche invite à questionner cette évidence. Il suggère que ce que nous appelons bon sens est souvent simplement un ensemble de réactions stabilisées par la répétition sociale. Et plus ces réactions sont partagées par un grand nombre de personnes, plus elles semblent naturelles et incontestables. C'est ainsi que la morale devient invisible dans sa propre construction. Elle n'apparaît plus comme un système historique et culturel, mais comme une réalité universelle. Et cette illusion est extrêmement puissante, car elle ne dépend pas d'un raisonnement logique, mais d'un sentiment partagé. À ce stade du raisonnement, l'individu commence à percevoir quelque chose de nouveau. La possibilité que ses propres certitudes ne soient pas des fondations solides, mais des structures héritées. Et cette perception change la manière dont il observe ses pensées. Il ne les accepte plus immédiatement comme vraies ou fausses. Il commence à les voir comme des phénomènes à analyser. Mais cette analyse ne détruit pas encore les anciennes valeurs. Elle les rend simplement visibles. Et rendre visible ce qui était invisible est déjà une transformation majeure. Car ce qui est visible peut être interrogé. Et ce qui peut être interrogé ne peut plus être totalement absolu. C'est ici que Nietzsche prépare le terrain pour une question encore plus profonde. Si nos valeurs sont construites, alors qui les construit ? Et dans quel but ? À ce stade de la réflexion, quelque chose change subtilement dans la perception de l'individu. Ce n'est plus seulement la morale qui est questionnée, mais la manière dont elle s'est installée dans l'esprit humain comme une évidence silencieuse. Et cette prise de conscience ouvre une nouvelle couche du problème encore plus profonde. Si nos jugements ne sont pas naturels mais construits, alors il faut se demander comment cette construction a été rendue si stable, si invisible, si incontestable. Nietzsche ne propose pas une réponse simple, mais il invite à observer un mécanisme fondamental de la vie humaine. Les systèmes de valeurs ne survivent pas seulement parce qu'ils sont imposés, mais parce qu'ils sont intériorisés, transmis et répétés jusqu'à devenir instinctifs. Ce processus ne ressemble pas à une contrainte visible. Il ressemble à une éducation, une lente formation de la sensibilité, une adaptation progressive de ce que l'on ressent comme acceptable, choquant ou normal. Et c'est précisément cette lenteur qui rend le phénomène si puissant. Car ce qui se construit progressivement ne se perçoit pas comme une construction. L'individu ne ressent pas qu'il est façonné, il ressent simplement qu'il est comme ça. Mais Nietzsche insiste, ce « comme ça » est le résultat d'une histoire collective, faite de traditions, de religions, de structures sociales, de besoins de stabilité et surtout d'un besoin profond de cohésion entre les individus. Car pour vivre ensemble, les humains doivent partager certaines règles implicites. Ils doivent pouvoir anticiper les comportements des autres. Ils doivent pouvoir s'accorder sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Sans cela, la vie collective deviendrait chaotique. Mais cette nécessité de cohésion a un effet secondaire majeur. Elle transforme des conventions pratiques en vérité morale. Ce qui était au départ un accord fonctionnel devient progressivement une norme perçue comme universelle. Et une fois qu'une norme est perçue comme universelle, elle cesse d'être questionnée. C'est ici que Nietzsche introduit une idée essentielle. Les valeurs dominantes d'une société ne sont pas seulement des règles de conduite,
elles sont aussi des expressions de forces historiques et sociales qui ont réussi à s'imposer comme naturelles. Mais ce processus n'est jamais neutre. Il implique toujours une forme de sélection. Certaines manières de penser sont valorisées, d'autres sont marginalisées. Certains comportements sont récompensés, d'autres sont sanctionnés. Et à travers cette sélection continue, une certaine forme d'humain devient dominante. Nietzsche s'intéresse particulièrement à ce phénomène. La manière dont une culture façonne non seulement les actions des individus, mais aussi leurs instincts moraux. Avec le temps, les individus ne se contentent plus de suivre des règles. Ils commencent à ressentir ces règles comme des vérités intérieures. Et c'est là que la transformation devient totale. La morale ne vient plus de l'extérieur. Elle semble venir de l'intérieur. Mais cette intériorité est elle-même le résultat d'un long processus social. À ce stade, Nietzsche pousse encore plus loin la réflexion. Il suggère que beaucoup de conflits moraux ne sont pas des conflits entre le bien et le mal, mais des conflits entre différentes interprétations de ce qui doit être considéré comme bien. Autrement dit, ce que nous appelons moralité est souvent une lutte entre perspectives différentes, chacune cherchant à s'imposer comme norme. Et lorsque l'une de ces perspectives devient dominante, elle cesse d'être perçue comme une perspective. Elle devient la réalité. C'est ici que se produit une transformation psychologique majeure, la perte de conscience du point de vue. L'individu ne voit plus qu'il adopte une perspective. Il croit voir la vérité elle-même. Et cette illusion est renforcée par le fait que tout son environnement social valide la même perspective. Ainsi, plus une idée est partagée, plus elle semble évidente. Moins elle est interrogée. Nietzsche met en lumière un paradoxe central. Ce qui est le plus accepté est souvent ce qui est le moins examiné. Et ce qui est le moins examiné devient ce qui structure le plus profondément la pensée. À ce niveau, la morale devient presque invisible en tant qu'objet de réflexion. Elle est partout, dans les jugements, dans les réactions, dans les émotions, dans les intuitions. Elle ne se présente jamais comme un système extérieur, mais comme une grille de lecture du réel. Et cette grille devient si familière qu'elle disparaît comme objet d'attention. L'individu ne voit plus la grille, il voit uniquement le monde à travers elle. Nietzsche invite alors à un geste intellectuel rare, essayer de voir la grille elle-même. Mais ce geste est difficile, car il demande de prendre distance avec ce qui semble le plus naturel. Par exemple, lorsqu'une personne ressent une indignation morale face à une situation, elle peut commencer à observer cette indignation non pas comme une vérité immédiate, mais comme une réaction construite. Et dans cette observation, quelque chose change. La réaction perd son caractère absolu. Elle devient un phénomène parmi d'autres, plutôt qu'un jugement final. Mais cette transformation n'efface pas la réaction. Elle la rend simplement visible. Et rendre visible une réaction, c'est déjà commencer à la libérer de son automatisme. Cependant, Nietzsche ne prétend pas que cette prise de conscience est facile ou confortable. Au contraire, elle produit souvent une forme d'instabilité intérieure, car elle retire les certitudes immédiates sans encore proposer de nouvelles certitudes stables. Et cette instabilité est précisément ce que la plupart des systèmes sociaux cherchent à éviter, car une société fonctionne mieux lorsque les individus partagent des réactions cohérentes, prévisibles, alignées sur des valeurs communes. Mais cette cohérence peut aussi limiter la diversité des pensées possibles. Nietzsche ne condamne pas la cohésion sociale, il interroge simplement son coût sur la pensée individuelle. Et ce coût est souvent invisible, car il se manifeste non pas comme une contrainte directe, mais comme une limite intérieure à ce que l'on considère pensable. À ce stade, une question plus profonde émerge. Si nos réactions morales sont façonnées par des structures sociales, alors jusqu'où s'étend réellement notre autonomie intérieure? Cette question ne reçoit pas de réponse immédiate. Elle reste ouverte, et c'est précisément cette ouverture qui marque le début d'une pensée plus critique, plus consciente, moins automatique. Nietzsche place ici le lecteur devant un miroir subtil. Non pas pour lui dire quoi penser, mais pour lui montrer comment il pense déjà. Et dans ce miroir, la morale cesse d'être une vérité évidente pour devenir un phénomène à explorer. À ce stade du parcours intellectuel proposé par Nietzsche, quelque chose de particulier commence à émerger dans l'esprit du spectateur. Ce n'est plus seulement une remise en question des valeurs morales, ni même une observation de leur construction sociale. C'est une sensation plus profonde, celle de ne plus pouvoir voir ses propres jugements de la même manière qu'avant. Et c'est précisément là que Nietzsche voulait nous amener. Non pas vers une destruction des repères,
mais vers une transformation de la manière dont ces repères sont vécus intérieurement. Car une fois que l'on a compris que la morale n'est pas une vérité absolue, mais une construction historique et psychologique, une nouvelle question apparaît naturellement. Que devient l'individu lorsqu'il commence à voir ses propres certitudes comme des interprétations? Cette question n'a pas de réponse simple, et Nietzsche ne cherche pas à en donner une. Il s'intéresse plutôt au processus intérieur qui s'active lorsque les certitudes commencent à perdre leur caractère automatique. Ce processus n'est pas confortable. Il ne produit pas immédiatement une forme de liberté joyeuse ou d'éveil serein. Il produit d'abord une forme de déstabilisation, comme si les fondations invisibles sur lesquelles reposait la pensée se mettaient à devenir visibles, et donc moins solides. Mais cette instabilité n'est pas un effondrement, elle est une transition. Et dans cette transition, l'individu commence à observer quelque chose de nouveau. Ses propres pensées ne sont pas fixes, elles sont dynamiques. Elles réagissent, elles se construisent, elles s'ajustent en fonction de contextes, d'émotions et surtout de cadres sociaux intériorisés. Par exemple, ce que l'on appelle souvent intuition morale n'est pas une voie pure et indépendante. C'est souvent une synthèse rapide de multiples influences, éducation, culture, expériences passées, validation sociale et mécanismes émotionnels appris. Et pourtant, cette intuition est ressentie comme une évidence. Nietzsche insiste sur ce point. Plus une réaction est rapide, plus elle semble vraie. Mais la rapidité n'est pas un critère de vérité. Elle est un critère d'automatisation. Et c'est précisément cette automatisation que Nietzsche cherche à rendre visible. Car tant que les jugements restent automatiques, ils ne sont jamais vraiment interrogés. Ils se présentent comme des réponses naturelles à des situations données, alors qu'ils sont en réalité des produits d'un long conditionnement. À ce niveau, quelque chose change profondément dans la perception de soi. L'individu commence à se voir non plus comme une source stable de jugement, mais comme un lieu où circulent des influences multiples. Et cette vision peut être troublante, car elle retire l'illusion d'une cohérence totale du moi. Elle révèle que ce que nous appelons personnalité est en grande partie une organisation de préticrions stabilisés plutôt qu'un centre fixe et immuable. Mais Nietzsche ne s'arrête pas à cette déconstruction. Il observe aussi ce qui se passe lorsque cette déconstruction devient consciente. Lorsque l'individu réalise que ses jugements ne sont pas des vérités absolues, mais des interprétations, il se trouve face à une tension intérieure. D'un côté, il ne peut plus croire aveuglément à ses réactions automatiques. De l'autre, il ne dispose pas encore d'un nouveau système de référence stable. Et c'est dans cet espace intermédiaire que se joue quelque chose d'essentiel, car c'est là que commence la possibilité de penser autrement, non plus en suivant des réflexes moraux immédiats, mais en observant ces réflexes eux-mêmes. Nietzsche appelle implicitement à ce déplacement du regard, passer du jugement au mécanisme du jugement. Et ce déplacement change profondément la relation que l'on entretient avec ses propres pensées. Par exemple, au lieu de dire immédiatement « cela est bien » ou « cela est mal », l'individu commence à se demander « pourquoi est-ce que je ressens cela comme bien ou mal ? Qu'est-ce qui, en moi, réagit ainsi? Quelle histoire, quelle éducation, quelle influence a construit cette réaction ?» Et ces questions ne détruisent pas nécessairement la morale. Elles la rendent simplement visible comme construction. Mais cette visibilité a un effet important. Elle introduit une forme de distance intérieure. Et cette distance permet quelque chose de nouveau. La possibilité de ne pas réagir immédiatement. Ce simple décalage est déjà une transformation profonde. Car dans la vie quotidienne, la plupart des jugements sont instantanés. Ils ne passent pas par une réflexion consciente. Ils émergent directement sous forme de certitudes émotionnelles. Mais lorsque ce mécanisme devient visible, il devient aussi modifiable. Nietzsche ne dit pas que tout doit être rejeté. Il dit que tout peut être interrogé. Et cette nuance est essentielle, car il ne s'agit pas de vivre sans valeur, mais de comprendre comment ces valeurs se forment et s'imposent à l'intérieur de nous. À ce stade, une autre dimension apparaît. La relation entre l'individu et la société devient plus claire. L'individu n'est pas simplement influencé par la société. Il est aussi le produit d'une intériorisation de ces normes. Et cette intériorisation est si profonde qu'elle devient indistinguable de la pensée personnelle. Ainsi, beaucoup de ce que nous appelons conviction personnelle est en réalité une répétition internalisée de jugements collectifs. Mais reconnaître cela ne signifie pas perdre toute identité. Cela signifie commencer à comprendre la composition de cette identité. Et comprendre la composition d'une chose,
permet de la transformer. Nietzsche ouvre ici une possibilité implicite. Si les valeurs sont construites, alors elles peuvent être réévaluées, non pas détruites, mais repensées. Et cette capacité de réévaluation est ce qu'il considère comme une forme plus élevée de pensée. Mais cette pensée exige une qualité particulière, le courage intellectuel de supporter l'incertitude. Car il est beaucoup plus simple de croire immédiatement à une certitude morale que de vivre dans un espace où cette certitude peut être interrogée. Et pourtant, c'est précisément dans cet espace que naît une forme de lucidité plus profonde. Une lucidité qui ne repose pas sur des réponses fixes, mais sur une attention constante aux mécanismes de la pensée elle-même. Dans cette perspective, l'individu cesse d'être simplement un porteur de valeurs. Il devient un observateur de la formation des valeurs. Et cette transformation change subtilement mais profondément sa relation au monde. Les jugements ne disparaissent pas, mais ils cessent d'être absolus. Ils deviennent relatifs à des perspectives, à des constructions, à des histoires. Et cette relativisation n'est pas une faiblesse, elle est une ouverture vers une pensée moins automatique, plus consciente, plus attentive à ses propres origines. Nietzsche ne propose pas ici une conclusion finale. Il ouvre un champ où la pensée cesse d'être un simple reflet de la morale et commence à devenir une exploration de la morale elle-même. À ce point du cheminement intellectuel, quelque chose d'essentiel devient visible. La question de la morale n'est plus simplement une question de règles, ni même une question de société, mais une question de regard. Comment nous voyons, comment nous interprétons et surtout comment nous acceptons sans le savoir certaines interprétations comme des vérités absolues. Nietzsche ne demande jamais au spectateur de rejeter tout ce qu'il a appris. Il ne propose pas un monde sans valeur. Il propose quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus exigeant. Apprendre à reconnaître que les valeurs ne tombent pas du ciel, mais qu'elles naissent dans l'histoire humaine, dans les relations sociales, dans les besoins de stabilité et dans les mécanismes psychologiques de l'individu. Et une fois que cela devient visible, rien ne peut plus être perçu exactement de la même manière. Car ce que Nietzsche révèle, au fond, c'est que l'être humain ne vit pas seulement dans un monde de faits, mais dans un monde d'interprétations stabilisées. Des interprétations qui ont été répétées, validées, transmises, jusqu'à devenir invisibles. Et ce qui est invisible agit toujours avec plus de force que ce qui est visible. À la fin de ce parcours, l'individu se retrouve face à une réalité particulière. Ses jugements moraux continuent d'exister, ses émotions continuent de fonctionner, mais une distance intérieure s'est créée. Une petite séparation entre ce qui est ressenti et ce qui est immédiatement accepté comme vérité. Et cette séparation change tout. Elle ne supprime pas la morale. Elle la transforme en objet d'observation. Désormais, lorsqu'un jugement apparaît, il ne s'impose plus automatiquement comme une évidence finale. Il devient un événement mental parmi d'autres, quelque chose que l'on peut analyser, questionner, explorer. Et cette transformation, aussi discrète soit-elle, est au cœur de la démarche de Nietzsche. Car pour lui, la véritable liberté ne consiste pas à vivre sans influence, ce qui est impossible, mais à reconnaître les influences qui nous traversent, à comprendre que nos pensées ne sont pas des blocs isolés, mais des constructions dynamiques, façonnées par des forces multiples. Et une fois cette compréhension acquise, une nouvelle responsabilité apparaît, celle de ne plus confondre ce que l'on a appris avec ce qui est nécessairement vrai. Mais cette responsabilité n'est pas simple à porter, car elle retire le confort des certitudes absolues. Elle oblige à vivre dans un espace plus ouvert, où les jugements ne sont plus des points fixes, mais des perspectives en mouvement. Et cet espace demande une forme de maturité intellectuelle particulière, la capacité de tolérer l'incertitude sans chercher immédiatement à la réduire. Nietzsche ne présente pas cela comme un idéal moral traditionnel. Il le présente comme une intensification de la conscience, une manière de voir plus profondément, même si ce que l'on voit devient moins stable. Dans cette perspective, la morale n'est plus un code figé, mais un champ de force en constante évolution. Un champ où différentes interprétations de la vie s'affrontent, se renforcent ou disparaissent avec le temps. Et l'individu, au lieu d'être simplement un exécutant de ses valeurs, devient un point de passage où elles sont ressenties, internalisées, puis éventuellement interrogées. Ce déplacement est fondamental, car il transforme la relation entre l'individu et ses propres convictions. Ce qui était auparavant vécu comme une identité stable devient un processus vivant. Et dans ce processus, rien n'est totalement fixé.
Nietzsche ne donne pas de réponse finale sur ce que devrait être une morale correcte. Il ne cherche pas à remplacer un système par un autre. Il cherche à rendre visible le fait même que les systèmes existent, qu'ils se forment, qu'ils s'imposent et qu'ils influencent profondément la manière dont nous vivons. Et cette visibilité est déjà une transformation, car une fois que quelque chose est vu comme construction, il ne peut plus être vécu de la même manière qu'une vérité absolue. À la fin, le spectateur est confronté à une idée simple, mais radicale. Il n'existe pas de point de vue totalement extérieur à la vie humaine. Il n'existe que des perspectives, des interprétations, des manières de donner sens au monde. Et la morale fait partie de ces interprétations. Mais reconnaître cela ne signifie pas sombrer dans le chaos ou le relativisme absolu. Cela signifie devenir conscient de la manière dont ces interprétations agissent en nous. Et cette conscience permet quelque chose de nouveau. La possibilité de choisir avec plus de lucidité les valeurs que l'on accepte de suivre. Non pas parce qu'elles sont imposées comme vraies, mais parce qu'elles sont comprises comme des constructions que l'on peut examiner. Et dans ce geste, Nietzsche voit une forme plus haute de pensée humaine. Une pensée qui ne se contente pas de répéter, mais qui observe, interroge et comprend les origines de ce qu'elle pense. Ainsi, par-delà bien et mal, ne détruit pas la morale. Il détruit son caractère automatique. Il ne supprime pas les valeurs. Il supprime leur innocence. Et dans cette perte d'innocence, quelque chose de nouveau devient possible. Une relation plus consciente, plus responsable et plus active à ses propres jugements. Une vie où penser ne signifie plus seulement accepter, mais comprendre avant d'accepter. Et peut-être que c'est là, selon Nietzsche, le véritable début d'une pensée libre.